fait. C'est ça la réforme. Non, quand on se met à la place des Français, il y a un vrai sujet qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, de nombreuses professions, notamment dans les secteurs parapublics, donc SNCF, RATP, ADP, etc., pour beaucoup de Français jouissent de certains privilèges, effectivement, comme le fait, par exemple, de pouvoir pointer librement ou pas. Quand vous mettez à la place, on a parlé des infirmiers, etc., mais quand vous mettez à la place d'ouvriers dans une usine, vous êtes ouvrier dans une usine, vous devez pointer à 7h. Si à 7h15, vous n'avez pas pointé, vous perdez une heure de salaire. Donc, par exemple, ce genre de choses ne sont pas comprises par les Français. Mais je pense qu'il faut prendre encore plus de recul sur le sujet aujourd'hui. C'est qu'en fait, vous avez dans ces entreprises parapubliques, SNCF, RATP et les aéroports, par exemple, des syndicats qui, en fait, je reprends une expression du foot, mettent des buts contre leur camp. C'est-à-dire qu'en fait, ils utilisent le poids qu'ils ont dans la société, notamment le poids de blocage, pour pouvoir obtenir des privilèges salariaux, notamment, ou justement des points sur la réforme des retraites, par exemple, la clause du grand-père négociée par la SNCF, par les cheminots de la SNCF, pour avoir des avantages salariaux et des avantages en termes de politique RH que les Français ne comprennent pas. Et surtout, ensuite, après, ce sont ces mêmes avantages qui coulent les entreprises. Nous l'avons dit tout à l'heure, vous l'avez dit, il y a un problème de recrutement. De l'argent sans cesse. Exactement. Il y a un problème de recrutement dans les aéroports. Mais pourquoi il y a un problème de recrutement? C'est parce que les aéroports n'ont plus les moyens de recruter. Et pourquoi les aéroports n'ont plus les moyens de recruter? C'est parce qu'ils ne sont plus compétitifs. Et en fait, une fois que vous posez cette question-là, nous on avait travaillé sur la SNCF précisément, on avait un chiffre qui a été au millénaire, on avait un chiffre qui était majeur, c'est que 20% du chiffre d'affaires de la SNCF, 20% du chiffre d'affaires de la SNCF, ce sont les acquis salariaux et la dette qui en découle. Donc à un moment donné, comment une entreprise comme ça, publique auprès des Français, peut rester compétitive et être pérenne dans le temps? Donc ça, c'est le vrai problème. Et ensuite, après, ces mêmes syndicats vont s'insurger quand des gouvernements ou quand l'Union européenne demande à des gouvernements de privatiser des entreprises qu'ils ont eux-mêmes coulées. C'est ça le vrai problème aujourd'hui en France, c'est que vous avez des corporatistes qui aujourd'hui maintiennent des acquis salariaux qui coulent les entreprises et qui ensuite vont de fait nécessairement obliger les gouvernements à brader le patrimoine des Français. Et c'est ça le vrai problème. Je voudrais qu'on réécoute pour poursuivre nos débats ce que disait Philippe Tabarot justement sur le de faire régner l'ordre. Oui, dans un certain nombre de quartiers, notamment les quartiers prioritaires de la politique de la ville, on est passé dans une logique de féodalité. C'est-à-dire qu'en fait, l'État central est complètement dévalué d'une certaine façon, à la fois symboliquement, mais également matériellement, en termes de moyens sur la question de la police, sur la question de la justice, sur la question de l'éducation, etc., etc. Mais et surtout d'évaluer symboliquement. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des seigneurs de guerre qui utilisent des jeunes narcotrafiquants qui pourrissent la vie très clairement du quotidien de ses habitants. Nous, quand on a travaillé sur la question du bilan des émeutes, on a vu une logique qui a changé entre les émeutes de 2005, lorsque Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, et les émeutes de l'été 2023, donc il y a 2 ans, dont on a célébré, commémoré, on va dire, les 2 dernières années. En 2005, on était sur une logique d'apaisement. Les politiques étaient sur une logique d'apaisement. On se souvient de Jacques Chirac qui disait c'est parce qu'on n'a pas tendu la main à ces jeunes, alors que ça faisait 40 années qu'il y avait déjà de la politique de la ville, qui était déjà un désastre absolu sur un certain nombre de sujets, notamment en termes d'efficacité de ce service public. Et donc, on était sur la logique d'apaisement, un petit peu ce qui a donné la culture de l'excuse d'une certaine façon. En 2023, quand on écoute notamment par l'intérieur de micro-trottoirs ou même par l'intérieur de sondages, les gens dans les quartiers prioritaires de la ville, ils disent la chose suivante: on ne redoute pas un changement avec davantage d'ordre, on l'attend avec impatience. Oui. Et c'est ça aujourd'hui le sujet, c'est qu'en fait, on verra un sondage sur la justice exactement. Dans un instant, justement. Et les familles qui vivent dans ces quartiers vous disent toutes la même chose, c'est-à-dire que c'est une problématique, 1, de déclin de l'autorité de l'État, et 2 aussi de responsabilité parentale. Comment est-ce possible aujourd'hui que des jeunes gamins de 10, 12, 13 ans foutent le bordel dans un certain nombre de quartiers, le bazar, pardonnez-moi, par rapport à la vie du quartier? Et c'est ça aujourd'hui, c'est que le problème, c'est que les politiques, et c'est pas une question de réponse matérielle, c'est une question de réponse politique et de pouvoir politique. On n'a jamais réussi, si je reprends l'expression de Nicolas Sarkozy, à passer le Karcher, alors que ça fait 20 ans qu'il a prononcé cette phrase. Avec aussi Hélène Bidar, Effectivement, le premier point sur la police municipale et sur, on va dire, la politique municipale que peut porter une collectivité telle qu'une municipalité sur la question de sécurité. On voit bien quand même qu'il y a quand on voit les classements des villes, il y avait eu un classement récent des villes les plus insécurisées d'Europe, et figurait une dizaine de villes françaises, notamment des villes comme Grenoble, comme Paris, des villes qui sont effectivement, vous serez contre cela, mais qui sont tenues par des majorités de gauche et qui ont pour beaucoup refusé la question
question de l'armement de la police municipale, etc., et qui ont fait perdre 10, 15, 20 ans en termes de politique de sécurité pour à la fois à l'État et à la fois même aux habitants. Et puis ensuite, après, le deuxième sujet, et Bertrand Cavalier l'a très bien dit sur l'autre point, c'est la question de la réponse judiciaire. Il y a aujourd'hui en France une augmentation de la violence, une ultra-violence dans la société qui se répercute notamment par le fait que le nombre d'agressions sur les personnes augmente. Si on prend un chiffre sur une tendance longue, donc depuis plus de 20 ans, on est à plus de 391% d'augmentation des coups et blessures rapportés par le ministère de l'Intérieur. Et pour autant, la réponse judiciaire ne fait que se réduire, puisqu'on a effectivement une politique pénale qui est dictée par la surpopulation carcérale et donc des enfermements qui ne sont pas prononcés. Or, quand vous mettez à la place d'un délinquant, d'une racaille et d'un criminel, que se passe-t-il quand, par exemple, vous agressez une mamie, quand vous agressez un médecin, etc., vous n'allez pas en prison, et que vous n'allez pas en prison, vous dites la chose suivante, j'ai rien eu et donc je peux recommencer. On revient du coup à ce que vous disiez tout à l'heure, la culture de l'impunité. Hélène Bidard, vous vouliez intervenir. Oui, vous parliez de la... devient un vrai sujet. C'était pas au cœur des débats il y a encore 10 ou 15 ans. Oui, bien sûr, parce que le contexte a complètement évolué. Aujourd'hui, 71% des Français, selon un dernier sondage Ipsos, ne veulent pas d'augmentation d'impôts. Mais ça se comprend tout à fait, parce qu'aujourd'hui, la France est le pays qui est le champion du monde des impôts, 48% de prélèvements obligatoires, qu'aujourd'hui, les Français disent, le message suivant, c'est que c'est à l'État de faire, de se serrer la ceinture. Ce ne sont pas aux Français de se serrer la ceinture. Pourquoi ? Parce que l'État, aujourd'hui, est le champion du monde de la dépense publique. 57% de dépenses publiques par rapport au PIB, et que pour autant, les services publics, donc la santé, la sécurité, l'éducation, etc., ne sont pas au rendez-vous. Et c'est ce que disent les Français, on n'en a pas pour notre argent. Quand aujourd'hui, la sécurité n'est pas assurée, que vous avez une augmentation exponentielle de la violence dans notre pays, il y a un sujet. Après aussi, on dit qu'il manque des moyens dans la santé, parce que la santé aujourd'hui, les Français trouvent qu'à l'hôpital, il y a des queues aux urgences, etc. Là, c'est la même chose. Ensuite, pareil, on a les résultats du bac qui tombent, on a un déclin éducatif, on a un nivellement par le bas, les élèves sont les plus mauvais quasiment d'Europe si on regarde les classements PISA, pour autant on investit autant d'argent dans l'éducation nationale. Donc ce sont tous ces sujets-là qui touchent la vie des Français, qui expliquent pourquoi les Français aujourd'hui ne veulent pas d'augmentation d'impôts. Et puis aussi, il y a un passif. Le passif, c'est François Hollande. En 2012, François Hollande arrive avec un tsunami fiscal, un choc fiscal, plus 48 milliards d'euros d'impôts répartis sur les classes moyennes avec la suppression de la politique familiale, etc., un désastre absolu, et sur les entreprises. Résultat, on n'a pas eu de croissance économique pendant tout le quinquennat de François Hollande. Il a tué la croissance économique avec cette politique économique. Donc, quand vous augmentez les impôts, ça tue le pouvoir d'achat des Français, et deux, ça tue la croissance économique. Et c'est ça aujourd'hui le vrai problème. Et c'est pour cela qu'Amélie de Montchalin a raison de dire que la boussole du gouvernement, c'est de ne pas augmenter les impôts. Ensuite, après, le gouvernement, il est dépendant de la majorité, de la non-majorité à l'Assemblée nationale. Donc ensuite, après, si le budget est voté avec des augmentations d'impôts, ça sera aux responsables politiques. A priori, oui. Exactement. On ne sera pas sur le vote au budget, mais Bertrand Cavalier. Maintenant, ils ont un petit peu un modus operandi qu'ils mettent en place à chaque fois en se disant « nous, il faut qu'on récupère cette colère ». C'est ça leur but. Exactement, ils cherchent à capter la colère notamment des quartiers pour pouvoir avoir un avantage comparatif dans les négociations au premier tour avec le reste de la gauche. Parce qu'aujourd'hui, si la gauche dans son entièreté est quasiment mélenchonisée, c'est parce qu'elle est en déclin sur le plan électoral. Et ça, il faut l'illustrer quand même, parce que quand vous prenez les élections depuis même celle de François Mitterrand, mais même avant, la gauche dans notre pays, ça fait normalement 40 à 45% des Français. Or, quand vous regardez depuis la fin du quinquennat de François Hollande, la gauche est complètement rétrécie sur le plan électoral, et aujourd'hui le NFP comme la NUPES à l'époque ne représente que 30%. Si on additionne toutes les forces de gauche, on arrive péniblement aux 30% de Français. Donc à partir du moment où vous avez un déclin électoral, un rétrécissement du socle électoral à gauche, nécessairement la gauche la plus radicale, donc la France insoumise, qui reste sur un socle électoral qui en plus lui grossit de par la stratégie que vous venez d'évoquer, de fait prend un pouvoir et prend le leadership à gauche. Et c'est ça aujourd'hui le vrai sujet. Et sur l'ensemble de ces thèmes-là, la gauche est devenue mélenchonisée. Mais ensuite, pourquoi elle est mélenchonisée ? C'est parce qu'aussi le Parti socialiste, donc ce que vous appelez effectivement la gauche du gouvernement, n'a plus rien à dire aux Français. Est-ce que vous avez sur ce plateau une idée qu'a sorti le Parti socialiste depuis Benoît Hamon, depuis le revenu universel ? Il n'y a pas d'idée. Vous n'avez jamais entendu
Olivier Faure balançait une idée intéressante. Vous n'avez jamais entendu Boris Vallaud sortir une idée disruptive, alors que pour le coup, que ce soit à droite, Reconquête, Rassemblement national, on peut être pour ou contre, mais il y a des idées qui sont portées. Les Républicains, Retailleau, sort des idées. Renaissance, vous proposez des idées. LFI propose des idées. Mais le Parti socialiste et la gauche social-démocrate n'a plus d'idées aujourd'hui. Et parce qu'en fait, le mouvement de la social-démocratie, qui est censé accompagner la révolution industrielle, n'a plus lieu d'être au moment où on est dans une période de désindustrialisation. Donc la question que doivent se poser les François Ruffin, Olivier Faure, etc., c'est qu'est-ce que la social-démocratie à la française aujourd'hui? Le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'idée. On va marquer... On ne sait pas comment cette pauvre personne remboursera les 160 000 euros. Et avec des emplois à la clé, éventuellement. Bien sûr. S'il y avait des gens qui travaillaient, qui ne pourront pas du coup pouvoir avoir un travail, donc un salaire, etc. On voit bien qu'aujourd'hui, le fait que, comme vous l'avez très justement dit, que la violence se déporte de plus en plus sur les jeunes, que les jeunes, les mineurs délinquants sont de plus en plus nombreux et surtout sont de plus en plus jeunes, on a un vrai problème aujourd'hui à enrayer cette question-là. Nous, quand on avait travaillé sur le bilan des émeutes, on avait vu ce basculement sur la délinquance juvénile, ce qui était avec le chiffre que je donne souvent, c'est qu'en 2005, il y avait moins de 20%, c'était entre 15 et 20% du nombre de mineurs impliqués sur les émeutes de 2005. Or, aujourd'hui, on est passé à plus de 55% lors des émeutes de 2023 pour des faits qui ont été de plus grande intensité. Quelle a été la réponse pénale par rapport aux émeutes de 2023? On a souvent dit qu'elle avait été rapide, ce qui est vrai, puisque 60% étaient passés en comparution immédiate ou étaient très rapidement pris en flagrant délit. Mais pour autant, le prononcé moyen de la peine après les émeutes de 2023 avait été très faible. Ça ne veut pas forcément dire exactement, une réponse ferme, puisque la réponse après les émeutes de 2023, c'était 9 mois de prison en moyenne lorsque la peine de prison avait été prononcée. Que se passe-t-il quand vous avez une peine de prison prononcée de moins d'1 an? Vous n'allez pas en prison. Et donc, vous recommencez. Et c'est pour cela aujourd'hui qu'en France, dès qu'il y a le PSG qui est la finale de la Ligue des Champions, des jeunes vont foutre le bordel. Dès qu'il y a le bazar, pardon, ça fait 2 fois. Mathieu, ça fait 2 fois. La prochaine fois, je prends le carnet. Dès qu'il y a des jeunes dès qu'il y a la fête de la musique, et de la même façon, des jeunes font le bazar, etc., etc. Les aquapouloirs, c'est la même chose. Et donc en fait, tout ce problème-là revient du même sujet, qui est la réponse pénale apportée aux jeunes. Alors moi, on va parler justement.